Merci. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, pour moi, c'était de vous présenter des retours d'expérience, de projets que nous avons eu l'occasion de faire chez GSE et qui vont arriver en complément des initiatives territoriales que nous avons entendues jusque-là. Donc, pour poser le contexte, GSE, nous sommes contractants global en immobilier d'entreprise. Donc, on va travailler en conception, en réalisation, depuis même la partie pré-développement avec notre entité Confluence, jusqu'à la livraison des bâtiments. Et on va pouvoir concevoir et construire des bâtiments de type logistique, industriel, tertiaire, des data centers, des parkings, bref, tout ce qui va être au niveau bâtiment tertiaire, principalement pour du marché privé, mais aussi en lien avec les collectivités, notamment dans la partie pré-développement, majoritairement en neuf, mais aussi en réhabilitation. Donc ça nous donne la chance finalement d'avoir accès à tout un type de clients différents, que ce soit des investisseurs, que ce soit des industriels, des exploitants, des preneurs, qui ont donc des attentes très différentes au niveau environnemental. On a également la chance en interne d'avoir des expertises environnementales, donc on a des personnes spécialisées dans les friches, on a des personnes qui ont des compétences au niveau bâtiment durable, donc carbone, énergie, biodiversité, etc. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était de vous présenter 3 projets sur 3 thématiques principales que sont le bâtiment bas carbone, la performance énergétique et la biodiversité, et puis de voir comment on arrive à répondre aux attentes de clients qui sont motivés et puis aux attentes de clients qui peuvent être un peu moins motivés et les amener tout doucement vers des projets qui sont plus ambitieux au niveau environnemental. Donc si on prend la première thématique, je vais mettre comme ça pour voir l'écran, je m'adapte. Si on prend la première thématique, l'idée c'est effectivement d'aller vers un bâtiment qui soit bas carbone. Donc aujourd'hui on a mis la pression augmente, pourquoi? Parce qu'on voit que effectivement le carbone c'est le gros sujet. Alors on n'en a pas encore trop parlé, on en a parlé un petit peu aujourd'hui mais pas trop, ce sera aussi l'objet de la table ronde qui va suivre. L'idée c'est de se dire le carbone c'est le gros indicateur et on a de plus en plus de clients qui vont avoir des objectifs carbone intégrés dans leur cahier des charges. Donc ça, c'est top parce que ce matin, dans la première table ronde, il a été fait état de se réinventer, d'être créatif. Ça nous permet justement de nous pousser et puis d'aller chercher des solutions qui sont un peu différentes. Alors au niveau des éléments clés sur le carbone, la première étape c'est de mesurer. Comme souvent dans les enjeux environnementaux, on ne peut pas choisir la bonne solution si on ne sait pas d'où on part. Donc la mesure dans le carbone, c'est l'analyse du cycle de vie. Donc grosso modo, on va prendre les quantités de matière du projet, on multiplie par le poids carbone et ça nous donne l'analyse du cycle de vie. Ça va nous permettre d'identifier là où sont les gros gisements de carbone et du coup de faire nos choix en conception et en construction pour réduire l'impact carbone des bâtiments. Donc, dans notre mission de concepteur, l'idée, c'est de challenger les besoins des clients et de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà réduire la quantité de matière? Toute matière qu'on ne consomme pas, c'est toujours ça de gagner pour l'environnement. Donc finalement, quand un client industriel arrive en nous disant « j'ai besoin d'un dallage de 18 cm », est-ce que c'est vraiment 18 cm ou alors est-ce que 16 cm, ce ne serait pas suffisant? Et c'est tout ça de poids carbone qu'on économise dans nos bâtiments. Ensuite, quand on a bien calibré la quantité de matière, on va aller regarder le choix du matériau. Et là, on va essayer d'aller sur des matériaux qui vont être plutôt biosourcés, voire des matériaux qui vont être jusqu'au réemploi. Pareil, ça a été un tout petit peu discuté ce matin. Lies a parlé rapidement du projet ZAI sur lequel on a fait un peu de réemploi. Je vous présenterai un autre exemple de bâtiment sur lequel on a fait du réemploi. Aujourd'hui, le réemploi dans des bâtiments logistiques industriels, c'est possible. C'est en version pilote, mais ça évolue très vite. Et c'est quelque chose qu'on peut faire et qui nous permet également de réduire drastiquement l'empreinte carbone d'un bâtiment. Tout ça, ça nous permet aussi de tester des innovations. Donc effectivement, quand on a, par exemple, dans nos cahiers des charges des poids carbone maximum, on va aller chercher à remplacer des matériaux par d'autres qu'on a moins l'habitude de mettre. Donc par exemple, on teste des murs en briques de terre crue, on va tester du béton de bois. Oui, c'est des choses qu'on ne voit pas couramment dans des bâtiments logistiques, dans des bâtiments industriels, dans des bâtiments tertiaires. L'idée, c'est de pouvoir le tester sur des projets pilotes, de voir ce que ça donne, de voir la réalité économique, la disponibilité des matériaux, la réalité de mise en œuvre, et ensuite de pouvoir, si c'est concluant, le généraliser sur d'autres projets et le proposer ensuite à nos clients dans les prochains projets.
Et enfin, le plus dur, c'est de maintenir l'objectif tout au long du projet parce que, comme on le sait, dans un projet, il y a une vie de projet. On va consulter les entreprises, elles vont nous faire part d'optimisation et on peut se dire que la partie carbone, ça peut être le dernier maillon de la chaîne et qu'au cours des optimisations, ça va être un peu perdu. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment vérifier qu'au fur et à mesure du projet, on arrive à conserver cet enjeu carbone et à conserver les différents matériaux qui ont été faits et leurs propriétés carbone. Donc tout ça, ça s'est illustré par un des projets que nous avons fait. Donc c'est le projet d'anthropologistique pour AEW à Pipa, donc sur la plaine de l'Ain. C'est un projet de rénovation et d'extension d'anthropologistique et de bureaux. Et la particularité, outre les certifications, on va dire un peu classiques qu'on a aujourd'hui, le BREEAM, le Biodiversity, etc. Là, on a eu 2 gros engagements forts sur le carbone. On avait un label BBCA V3 sur la partie bureau et on avait également un objectif carbone pour la totalité du projet. Parce que la RE 2020 ne donne pas d'objectif carbone pour tous les projets industriels ou logistiques chauffés à moins de 12 degrés. Donc l'idée, là, c'était d'avoir une valeur carbone globale à respecter sur le projet. Et ça nous a du coup poussé à prendre vraiment cet objectif carbone au même titre que les autres objectifs financiers, techniques du projet, et sur lequel on est allé chercher de la charpente bois, du bardage bois, du plancher bois, etc. Et où on a travaillé le réemploi. Donc ça a été une grosse première retour d'expérience sur le réemploi, sur un bâtiment logistique, avec des urinoirs qui ont été réemployés. On a aussi tout ce qui était faïence, portes, etc. Et on est en cours d'obtention du label Circolab sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est la performance énergétique. Donc, au niveau performance énergétique, nous, on considère ça comme un must-have, c'est-à-dire que c'est la base. Les projets ont forcément une performance énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, sur la thématique performance énergétique, ça rime souvent avec performance économique. Donc, c'est l'une des thématiques sur lesquelles on va dans le même sens quand on parle d'économie de projet et quand on parle d'environnement, si on réfléchit sur un niveau à coût global. C'est-à-dire on ne prend pas seulement le coût d'investissement, mais on va prendre le coût vraiment sur toute la durée de vie du projet. Donc pour traiter la performance énergétique des bâtiments, que ce soit industriel, logistique, tertiaire, on va regarder au niveau de l'enveloppe. Alors là, c'est toute une question de compromis. À chaque fois, c'est des compromis. On va regarder l'enveloppe pour qu'il y ait une bonne isolation. Par contre, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas une surisolation, parce que sur des grands bâtiments industriels, si on isole trop, en fait, on n'a plus de gains en performance énergétique et finalement on est trop pénalisé en carbone. Donc c'est aussi une logique d'avoir tous ces enjeux en tête et de pouvoir pousser les curseurs et arriver à trouver les solutions qui sont les meilleurs compromis en fonction des différentes attentes et en fonction des objectifs environnementaux globaux des projets. Ensuite, une fois qu'on s'est occupé de l'enveloppe, on va regarder tout ce qui est système technique et notamment le gros enjeu dans les bâtiments industriels et logistiques, ça va être le passage de la chaudière gaz à la pompe à chaleur, voire même, si on pousse sur des innovations, à des pompes à chaleur qui sont plus innovantes, avec des fluides frigorigènes qui sont moins carbonés, avec des températures de consigne qui sont différentes, etc., etc. Ensuite, on en a parlé aussi lors de la première table ronde de ce matin, il va y avoir toute la discussion autour de la GTB. La GTB, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir un système ultra high-tech, hein, c'est ce qu'a dit Madame Touvenot ce matin. Finalement, on n'a pas besoin de quelque chose qu'on ne sait pas entretenir. Par contre, avoir une gestion technique du bâtiment qui soit vue avec l'exploitant et qui permette vraiment de gérer les réduits, les températures de consigne, la maîtrise de la ventilation, etc., c'est des actions qui sont finalement toutes bêtes et qui ont des temps de retour sur investissement qui sont à peu près de 2 ans. Donc, qui sont finalement les temps de retour les plus intéressants sur toutes les autres solutions parce que la partie système technique, la partie photovoltaïque, qui est aussi intéressante au niveau économique, va être plus sur des temps de retour de 7 à 10, voire 15 ans. L'énergie renouvelable, justement, alors nous on est très panneaux photovoltaïques, justement parce que l'idée c'est de pouvoir allier énergie renouvelable et rentabilité de projet. Et sur les panneaux photovoltaïques, quand on étudie les profils de consommation, notamment des bâtiments industriels, on trouve très rapidement de la rentabilité, du retour sur investissement à installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments et qui permettent en autoconsommation de pouvoir alimenter directement les bâtiments et du coup de venir réduire la facture énergétique du bâtiment et d'améliorer son bilan au global. Donc vous avez un exemple ici avec une usine, donc c'est la construction d'un site industriel de production d'électrolyseurs pour McPhy. Donc c'est un projet sur lequel tous les éléments énergétiques, on va dire, ont été poussés. Alors
Avec le petit bémol, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez un Bébio qui est à moins 1,7, qui peut paraître léger. C'est aussi le jeu quand on a des bâtiments qui sont industriels, avec, on parlait des assurances ce matin, avec tout ce qui est logique assurantielle derrière. Et ben, il y a des choses où, en raison du process, en raison des contraintes assurantielles, on ne peut pas forcément passer sur toutes les alternatives qu'on a à disposition pour d'autres types de bâtiments. Mais c'est ça aussi l'enjeu et c'est ça qui fait le challenge de ces bâtiments-là, c'est qu'on arrive toujours à trouver des solutions, même si elles ne sont pas à la hauteur au départ de ce que l'on voulait. Donc là, ça a été un gros enjeu et d'ailleurs, c'est EOT qui nous a accompagnés sur ce projet-là et qui nous a aidés à trouver les bonnes solutions. Et l'idée, ça a été de travailler effectivement sur l'isolation du bâtiment qui est très performante, que ce soit sur le volet industrie ou sur la partie plus bureau. On a aussi bien regardé tout ce qui était vitrage à contrôle solaire et étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est souvent quelque chose qu'on oublie dans les bâtiments industriels ou les bâtiments logistiques. On se dit, oh, il y a des portes ouvertes un peu tout le temps, donc c'est des grosses boîtes mal jointées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de marge de progression sur tout le volet infiltration d'air qui peut nous permettre d'améliorer les performances énergétiques sans forcément avoir un coût qui est trop important. Voilà, on a également en élément particulier une chaudière sur cette usine qui est hybride, gaz et hydrogène. L'idée, c'était de pouvoir commencer en gaz et au fur et à mesure de la montée en puissance de l'usine, de pouvoir tirer parti de la production de l'usine et d'avoir une chaudière qui puisse alimenter en hydrogène aussi cette usine-là. La dernière thématique, la biodiversité. Alors voilà, l'idée c'est de se dire que la biodiversité, il faut la prendre en compte de A à Z. On a eu plein de belles solutions juste avant sur la table ronde biodiversité. Pour nous, la base, quand on arrive sur un projet, c'est le choix du site. C'est souvent, en tant que concepteur-constructeur, on va penser justement aux hôtels à insectes, aux gîtes à chiroptères, etc. Mais pour moi, le point d'attention, c'est attention que ce ne soit pas des pansements qui cachent une plaie qui soit plus grande finalement. Quand on arrive sur un site, la première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a des enjeux de biodiversité sur le site. L'objectif, c'est de limiter la construction sur les ENAF, donc sur les espaces naturels agricoles forestiers, de limiter la construction sur les zones humides. Donc nous, en tant que contractant global, quand on est avec notre entité de pré-développement Confluence, c'est des choses qu'on peut appréhender. Quand on est contractant général, on arrive, le site est déjà choisi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir essayer de sensibiliser aussi nos clients qui, pour certains le sont et pour d'autres pas encore, sur ce sujet de la biodiversité et l'importance finalement du choix du site et le fait que finalement quand on va essayer de construire sur un terrain où il y a une zone humide, où il y a des enjeux de biodiversité, ce sera bon pour personne parce qu'on va détruire la biodiversité, il y aura beaucoup de compensations, on va sortir avec des terrains et un projet qui finalement va être beaucoup plus cher. Donc finalement, personne n'est gagnant. Donc l'idée, c'est d'arriver à orienter nos clients sur des sites qui n'ont pas d'enjeux écologiques, qui sont déjà sur des sites anthropisés et sur lesquels on puisse ajouter de la biodiversité. Alors bien sûr, tout n'est pas blanc ou noir. Donc ce qu'on essaye de faire aussi, c'est quand on arrive sur un site sur lequel on a des espaces à préserver, l'objectif c'est de les préserver avant de reconstruire. On pouvait auparavant, et je le dis en toute humilité, auparavant on avait plutôt la logique de se dire bon voilà, on a le site, on fait table rase et puis on voit ce qu'on rapporte après. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire passer un écologue, d'avoir un diagnostic faune-flore à la base ou de s'appuyer sur les diagnostics faune-flore qui sont faits dans le cadre des ICPE pour justement pouvoir capitaliser sur la biodiversité qui est présente, la conserver. Ça nous demande aussi d'être créatif et parfois de revoir le projet et sa conception, mais ça permet surtout d'avoir un gain de la biodiversité qui est déjà là. Et après, effectivement, on va aller sur tout ce qui est création d'espaces plus fonctionnels pour la biodiversité, habitat, etc., etc. Donc là, le projet que je vais vous présenter, justement, il n'est pas parfait parce qu'à la base, il est construit sur un ENAF. Alors, heureusement, il n'y avait pas d'enjeu biodiversité, je ne vous l'aurais pas présenté sinon. Mais on pourrait encore l'améliorer en étant sur un site plus anthropisé. Mais je trouvais qu'il était hyper intéressant parce que c'est un site sur lequel on a cherché à gérer la biodiversité, justement, grâce à la verticalisation. Donc en fait, on a fait un parc d'activités
pour le Grand Paris avec une logique de terrain foncier très contraint. Et l'idée, ça a été vraiment de verticaliser pour densifier. Donc on est sur un bâtiment qui a 2 niveaux et chaque niveau a une mezzanine. Donc ça nous permet d'avoir 4 niveaux avec des rampes camions qui montent à l'étage. Et c'est comme ça qu'on a finalement réussi à gérer l'enjeu de biodiversité pour pouvoir aller sur le fait de retrouver justement des espaces naturels qui ont une meilleure fonctionnalité qu'avant, puisqu'on a réussi à condenser les espaces de construction et à recréer des espaces naturels de biodiversité beaucoup plus avancés. L'autre possibilité qu'on aurait pu avoir, c'est d'aller sur de la réhabilitation. Alors pas sur ce projet-là, bien sûr, mais sur d'autres projets. On commence aussi à aller sur de la réhabilitation. Et c'est vrai qu'on en parle souvent, la réhabilitation. On parle souvent de réhabilitation de bureaux, de tertiaires, de lycées, etc. La réhabilitation des espaces logistiques et des espaces industriels, aujourd'hui, c'est une réalité. Et on est capable de faire de la réhabilitation de ce type d'espace pour justement améliorer l'empreinte carbone de nos bâtiments, refaire la partie enveloppe et gérer la partie performance énergétique, et puis du coup préserver la biodiversité et à la limite recréer des espaces de biodiversité autour de la partie réhabilitée. Pour terminer, pour conclure, on a effectivement, comme je vous disais, des clients qui sont très différents. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients qui sont très ambitieux. Donc, même dans la partie logistique, on a souvent le profil investisseur qui est un peu critiqué. Nous, on a des investisseurs qui peuvent être très moteurs sur la partie environnementale, avec des cahiers des charges spécifiques, avec des enjeux carbone qui sont inscrits dans les cahiers des charges, avec des volontés de travailler sur la biodiversité, etc. Bon, on en a aussi qui ne sont pas du tout sensibilisés. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir au moins en interne, mesurer les différents enjeux. Donc, on a des outils spécifiques qui permettent de mesurer l'empreinte carbone d'un bâtiment, de mesurer la consommation énergétique, d'avoir un regard justement ou un diagnostic flash sur le volet biodiversité, au moins pour sensibiliser nos clients sur ces sujets-là, leur proposer des variantes qui prennent en compte ces enjeux environnementaux au global et pouvoir les accompagner petit à petit vers plus de solutions environnementales. Voilà. Après, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir s'adapter à chaque client et chaque projet, ça c'est ce qu'on fait tous, et de pouvoir anticiper les réglementations. On parlait ce matin de bâtiments qui soient résilients et qui finalement résistent encore aux températures ou aux enjeux climatiques dans 5 ou 10 ans. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir accompagner et d'être moteur. Certains clients n'ont pas encore complètement conscience de tout ça, mais le fait de pouvoir montrer les éléments et leur proposer des solutions et échanger avec eux, ça permet aussi de les sensibiliser sur ces différents aspects.